Soyez les bienvenus à tous dans ce nouveau débrief. Aujourd'hui, votre émission s'intéresse à l'actualité en Guinée-Bissau et au Nigeria. Dans la première partie, nous allons parler de la Guinée-Bissau qui traverse une crise politique depuis le limogeage en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, formation historique qui a conduit le pays à l'indépendance et dont José Mario Vaz est également issu. Après les élections législatives du 10 mars dernier, le président José Mario Vaz ne parvient toujours pas à nommer un premier ministre et à former un gouvernement légitime. Et pour en parler aujourd'hui, nos invités, il s'agit de M. Pape Ibrahima Kane, spécialiste des organisations régionales à l'Osiwa. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Et à nouveau avec nous, M. Thior Mamadou. Merci Aminata, ravi toujours d'être là. Je rappelle que vous êtes journaliste et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Plaisir partagé. Voilà, alors M. Kane, nous allons commencer avec vous. Parlons de la crise à l'Assemblée nationale qui est à l'origine de la situation qui prévaut actuellement en Guinée-Bissau. La formation du gouvernement n'aura pas lieu avant la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, a déclaré le président José Mario Vaz, alors que son parti, le PAIGC, bloque le processus en s'opposant farouchement à la désignation de Préma Camara, leader du Madame G15, au poste de second vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, ce qui lui revient de droit plutôt à son parti, car étant classé deuxième aux législatives. Quelle analyse faites-vous de toute cette situation? Bon, la Guinée-Bissau, vous savez, depuis quelques années, c'est vraiment le pays qui pose problème d'un point de vue politique en Afrique de l'Ouest. Depuis les années 90, où, avec cette vague de démocratisation sur le continent, on a pratiquement imposé la démocratie au PAIGC, ce pays se trouve pratiquement ingouvernable. C'est le seul pays en Afrique de l'Ouest où aucun des présidents démocratiquement élus, ces 15 dernières années, n'a pu terminer son mandat. En plus de ce fait, il y a un parti historique, le PAIGC, qui traverse une crise très profonde, une crise à la fois générationnelle, à la fois ethnique, très complexe, que les dirigeants de ce pays n'arrivent pas à régler. Et cela déteint sur toutes les institutions de la République, à commencer par le Parlement, parce que c'est là en partie où se décident les choses importantes de la vie publique. Et ce que vous venez de décrire ne nous surprend pas, parce que ceux qui sont aujourd'hui à l'intérieur des partis d'opposition et qu'on refuse de voir siéger aux côtés du PAIGC, ce sont des anciens du PAIGC, parce que c'était un parti qui était un parti dominant, qui pratiquement gérait toute la vie publique de ce pays. Et ce sont des multiples crises qui ont conduit à la création de partis satellites que je peux... Il faudrait le dire que le MADEM, il est issu du PAIGC. Exactement. Et ce sont ces conflits-là qui reprennent à l'Assemblée, parce que ce qui a poussé les uns et les autres à quitter le PAIGC et à former d'autres partis politiques, ce sont ces mêmes raisons qui font qu'aujourd'hui qu'on les exclut de la gestion du pays. Or, l'Assemblée nationale est l'une de ces institutions où le débat public a lieu. Si le débat public ne peut pas avoir lieu au sein des institutions républicaines, ça risque de prendre forme sous d'autres cieux. Et déjà que l'Afrique de l'Ouest est dans une crise très profonde, on ne veut pas créer un autre foyer, pas de tension, mais de conflit à l'intérieur de notre région. Et donc, il est important que les dirigeants de ce pays prennent conscience de la situation et que aussi les voisins de la Guinée-Bissau, qui ont fait beaucoup de choses, continuent de travailler pour que cette crise politique-là trouve une fin et que vraiment, il y ait un
on commence à régler les problèmes de la Guinée-Bissau parce que c'est aussi le pays le plus pauvre. Ça a trop duré, on peut le dire. Alors, Monsieur Thior, en vertu des textes déjà qui régissent son fonctionnement, c'est-à-dire celui de l'Assemblée nationale bissau-guinéenne, le poste de second vice-président de l'institution parlementaire revient au parti classé deuxième en termes de nombre de députés élus aux élections législatives. Et là, il s'agit du MADEM G15. Tant que ce problème ne sera pas réglé, pensez-vous que le président Vaz pourra être dans la possibilité de nommer un Premier ministre et de former un gouvernement? Vous savez, comme l'a relevé M. Khan bien à propos, c'est un pays en éternelle crise. Si ce ne sont pas des crises dues à des coups d'État récurrents, c'est des crises politiques comme nous avons eu à vivre ça depuis 2015. Pratiquement, M. Khan le relevait. Aucun chef d'État n'a pu terminer son mandat. Je disais, on touche du bois pour quand même José Mario Vaz. Il est presque en fin de mandat. Et c'est là, au mois de juin. Oui, et c'est là où on est inquiet. On est déjà fin mai. Et là, pour une élection présidentielle qui doit normalement se tenir au mois de juin, et à l'Assemblée nationale, ce n'est pas encore réglé. Mais quelque part, on prend les mêmes et on recommence. Parce que c'est entre José Mario Vaz et Domingos Simões Pereira. C'est entre les deux hommes, c'est une inimitié, oui, qui a abouti à cette fronde au sein du PAIGC avec le Madame G15, on ne dira plus Madame G15 parce qu'aujourd'hui ils ont 27 députés quand même, peut-être on dira Madame G27. Donc, mais aujourd'hui, c'est devenu une force politique et quelque part, quand on voit le score fait par le parti historique du PAIGC, qui malgré les 47 députés quand même, est en deçà la majorité des 52, et quand on sait que bon, normalement, s'ils étaient en de bons termes avec les 27 du MADEM, la majorité était absolue. Mais malheureusement, comme de ce côté-là, ils savent que les carottes sont cuites. Donc, on joue à l'Assemblée nationale. Et ça arrange aussi quelque part José Mario Vaz. Parce que pour ce qui est du PAIGC, on sait que c'est une force redoutable. Mais il faut, comme l'a relevé M. Khan, peut-être essayer d'adapter ce parti-là au contexte actuel. Je pense que ce parti noyote le pays et bloque quelque part le pays. Et c'est peut-être des querelles de personnes qui déteignent un peu sur la vie de la nation. Et je pense que la Guinée-Bissau a assez souffert. C'est un pays exsangue qui est pratiquement bloqué depuis 4 ans parce que le président Vaz n'a eu qu'un an de répit. Depuis qu'il a limogé, comme vous l'avez relevé en août 2015, Domingos Simões Pereira, qui revient à la case départ d'ailleurs, qui doit être nommé normalement Premier ministre, parce que le PAIGC a gagné. Mais là, les choses bloquent. Et pour une sortie de crise, bien malin qui pourra le dire. Alors, Monsieur Khan, tout à l'heure, Monsieur Thior, il a parlé de majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est très intéressant parce qu'un bureau provisoire de l'Assemblée a soumis au président de la proposition du PAIGC qui a mis en place une coalition majoritaire pour la nomination de Domingos Simões Pereira au poste de Premier ministre. Dites-moi, cette démarche est-elle en conformité avec les textes en vigueur, sachant que le Madame G15 n'entend pas proposer un autre candidat et a même déposé plainte pour ça? Oui, vous savez, dans le système politique de la Guinée-Bissau, on n'est pas dans un système présidentiel pur, on n'est pas aussi dans un système parlementaire pur. C'est une combinaison des deux, mais on est dans une situation où on a un parti quand même qui a le plus grand nombre de députés. Et ce parti est le parti historique, et ce parti entend gouverner. Maintenant, du fait que le président lui-même appartient à cette majorité, mais que le président continue, je n'ose pas dire de manipuler, en tout cas de refuser de jouer le jeu, ça prouve qu'il y a autre chose dans la tête du président. C'est lui qui tire un peu les ficelles. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il veut? Alors, peut-être qu'il ne veut pas du président du PAIGC. Peut-être qu'il veut créer une situation dans laquelle lui va être pratiquement la personne à qui on va demander de résoudre la crise. Et comme on est à la veille d'une élection, ça pourra le mettre sur orbite. Donc je pense qu'il y a beaucoup de calculs politiciens qui expliquent la situation actuelle. Mais ce sont ces calculs politiciens, pour moi, qui ne doivent pas avoir lieu. Et selon vous, qu'est-ce qui arrangerait dans ce cas de figure-là le président Vaz? Mais je pense que le président veut contrôler l'État.
Mais contrôler l'État, mais vous savez, dans un système politique présidentiel, c'est le président qui décide de tout. Vous avez vu que récemment, chez nous, on a même supprimé le poste de Premier ministre pour laisser carte blanche au président. Mais dans un système où vous avez un Premier ministre qui sera en même temps président du parti dominant, le président de la République n'a pas les pouvoirs. Il n'a pas la totalité de pouvoir, donc il sera obligé de partager. Et c'est ce partage-là que le président refuse. Et je pense qu'il veut aussi jouer sur le fait que, comme il y a dans l'opposition des gens qui sont peut-être susceptibles de l'aider dans sa tâche, parce que qui quand même veulent que les droits qui leur sont reconnus dans la Constitution soient des droits respectés, le président est en train de surfer sur cela pour essayer de jouer un rôle prééminent dans la perspective, comme je vous l'ai dit, de l'élection présidentielle à venir, parce que s'il n'est pas soutenu par le PAIGC, je ne vois pas comment il pourra être réélu. Parce que l'opposition n'a pas cette majorité-là pour pouvoir vraiment... Et c'est là où on voit un peu un jeu qui consiste à faire en sorte que le PAIGC reconnaisse qu'il est un élément important et donc qu'il puisse se placer dans ce contexte-là pour... c'est la lutte pour le pouvoir. Et je vois que ces politiciens... ce qui les intéresse, ce n'est pas le sort de la population. Et j'ai envie de poser à M. Thior la question de savoir, et le peuple dans tout ça? C'est ça la vraie question. Nos hommes politiques en Afrique sont très égocentriques. Hein. Réellement pour l'intérêt du peuple? Oui, mais quand on voit un peu, je le notais tout à l'heure, ce pays-là est bloqué économiquement et politiquement, n'en parlons pas. Ça, nous allons terminer avec. Mais quand on regarde ce que dit M. Khan, c'est des manœuvres actuellement de haut vol. Parce que, vous savez, le président Vaz est presque hors du PAIGC. Malheureusement, il comptait sur une bonne percée du Madame G15, qui a fait quand même un bon score, oui, mais qui n'a pas eu peut-être ce qu'il attendait. Et malheureusement pour Vaz aussi, le PRS est en chute libre. Aujourd'hui, au PRS, on se méfie un peu. Donc il est un peu entre trois chaises et il ne sait pas sur laquelle il peut s'asseoir parce que c'est des chaises qui sont chaudes. Parce que le PAIGC le regarde un peu en chien de faïence. Quand on voit que toutes ces manœuvres, c'est pour diminuer un peu l'omniprésence du PAIGC au niveau de la vie politique. Est-ce qu'il l'a réussi ou pas? Parce que là, je ne pense pas, parce que au retour à la case départ, il ne voulait pas du tout de Domingos Simões Pereira, mais là, il sait qu'il est obligé de le nommer comme son parti est sorti vainqueur de l'élection présidentielle. Et on voit même la CEDEAO qui s'implique en envoyant... Il y a la pression des organismes internationaux. Oui, la CEDEAO a envoyé une mission le 30 avril dernier pour demander que le processus soit parachevé, mais jusqu'à présent, on attend de voir. Et tout à l'heure même, vous l'avez évoqué, son mandat s'achève bientôt, le 23 juin plus précisément, mais il dit ne pas pouvoir fixer de date pour organiser des élections dans le contexte actuel. Mais qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence, sachant que les crises institutionnelles et les coups d'État sont monnaie courante dans le pays? Oui, c'est là où c'est dangereux, parce que là, on touche du bois. Honnêtement, c'est pour la première fois un président peut arriver, si c'est le cas, jusqu'à la fin de son mandat sans coup d'État. Parce que moi, je le dis souvent en caricaturant, que souvent, il y a trop de militaires en Guinée-Bissau. Ce qu'on appelle les anciens combattants, là, et que l'armée, je pense qu'il faut dégraisser le mammouth. Parce que ce qui s'est passé avec les coups d'État récurrents, en le caricaturant, je le disais souvent... Il y a eu beaucoup de fissures. Oui, mais comme il y a trop de militaires et qui sont mal payés, souvent, il suffit que quelques-uns d'entre eux manquent de dépenses quotidiennes. Et là, hop, ils font un coup d'État pour peut-être régler la question. Mais pour être plus sérieux, je pense que pour ce qui est de l'élection présidentielle, quand même, habituellement, on voit qu'une élection présidentielle est rarement décalée en Afrique. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une crise majeure. Souvent, les élections législatives et les élections locales, on les décale au bon an, mal an. Mais pour une élection présidentielle, les occupants des postes tiennent à ce que ça ait lieu à date échue. Mais même là, avec la crise qu'on a à l'Assemblée nationale, et une crise dont on ne voit pas pour l'instant le bout du tunnel, je pense que
c'est de bon aloi quand même qu'on ne puisse pas penser à organiser une élection présidentielle, parce que dans le contexte actuel, ça n'arrange surtout pas José Mario Vaz, qui quand même voudrait remplir pour un second mandat. Ouais. Alors, M. Kane, je vais vous reposer la même question. Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur la situation actuelle du pays? Vous savez, si on n'organise pas les élections, la personne qui va être accusée de n'avoir rien fait pour organiser l'élection, c'est le président actuel. Et donc, il a tout intérêt, en tout cas dans le contexte politique actuel, à faire quelque chose ou à montrer une certaine bonne volonté. La deuxième chose, c'est que ce pays-là vient de très loin. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, la Guinée-Bissau était considérée comme un État narcotique, où pratiquement les chefs de l'armée, toutes les institutions de la République étaient impliquées dans des trafics. On a contenu tout cela. On a essayé de remettre en place un État. Et cet État-là essaie tant bien que mal de fonctionner. L'économie n'est pas aussi bonne. Vous savez que c'est la noix d'acajou qui est la production principale de ce pays. Et justement, toute cette corruption même a eu un fort impact sur l'économie du pays. Mais je reviendrai sur la corruption. Mais d'abord, l'économie, les bases de l'économie ne sont pas solides. La noix d'acajou, vous savez ce qu'il en est poussé cette année. La pêche. Voilà. Et la pêche, elle n'est même pas structurée. Actuellement, c'est la corruption qui fait qu'on donne des contrats par-ci et par-là. Donc, l'économie n'est pas solide. Et cela pèsera sur le social. Et si la situation sociale s'envenime, lui-même sera dans une situation tellement difficile qu'il ne pourra pas faire prospérer son projet. Excusez-moi, même je ne vous coupe pas, là vous avez anticipé sur le problème économique parce que la situation budgétaire du pays est même sous tension et il y a le FMI qui a même tiré la sonnette d'alarme. Oui, bon, vous savez, on est dans un cadre de l'UEMOA et dans le cadre de l'UEMOA, on ne laisse jamais tomber les États. Il y a toujours des moyens d'essayer. Mais en Guinée-Bissau, madame, depuis 15 ans, pratiquement, on essaie de tenir la tête hors de l'eau. Ici, on ne parle même pas de stratégie de développement et autres. On essaie de maintenir un État avec les éléments les plus essentiels. Mais si cette crise politique perdure, c'est ce minimum-là qui risque de disparaître. Et quand ce minimum-là disparaîtra, on peut se retrouver face à une crise d'une ampleur terrible parce que le pays voisin, la Guinée-Conakry, personne ne sait dans quelle situation elle se retrouvera dans 3 mois. Je ne parle même pas d'un an, dans 3 mois, parce que le président a l'ambition de changer la constitution pour se donner un 3e mandat. Et cela est toujours en suspens. Le pays risque de se soulever. La Guinée-Bissau peut se retrouver dans une situation plus compliquée. Ce qui n'arrangera pas d'ailleurs son voisin d'Afrique. Et l'intervention de la CEDEAO s'explique par cela, parce qu'on ne peut pas être en train de gérer le feu du nord du Mali, on ne peut pas être en train de gérer la crise au Togo, la crise potentielle en Côte d'Ivoire, et qu'un autre pays comme la Guinée-Bissau. Et n'oubliez pas que dans les 10 dernières années, tout l'effort que la CEDEAO, notamment le Nigeria a pesé d'un poids, a même financé le budget de l'État. Et donc, ces politiciens, ils doivent vraiment trouver une solution à leur crise-là. Et je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher une sortie de crise. La crise, c'est eux-mêmes qui l'ont créée. Et donc, ils doivent vraiment non seulement aider leur pays, aider leurs concitoyens, mais aussi aider leurs voisins, parce que ces voisins-là ont perdu énormément de temps, de moyens. N'oubliez pas que les militaires qui sont en Guinée-Bissau, c'est des militaires de la région. Donc les pays-là ont beaucoup utilisé leurs propres moyens pour essayer d'arranger une situation, mais qui ne trouvent pas en tout cas d'issue. Et ça, c'est vraiment dramatique. Alors, trouver une solution au Guinée-Bissau pourrait aider à la stabilité de la sous-région, n'est-ce pas? Et là, ça ne dépend que des 2 principaux protagonistes, le président Vaz et Domingos Simoes Pereira. Parce que ce que vous releviez un peu plus tôt, comme le poste de deuxième
président de l'Assemblée nationale revient de droit au parti classé deuxième, mais le PAIGC doit laisser ça se faire. Parce que ça revient de droit au leader du Mme G15. Il régisse même l'Assemblée nationale. Voilà, Brahima Kama. Il ne faut pas violer les textes. Je pense que là aussi, c'est rajouter une crise à la crise déjà ambiante. Et que bon, ça, il donne un peu, Domingos Simões Pereira donne du grain à moudre au président Vaz, qui ne le porte pas dans son cœur comme on le voit. Et là, je pense que la CEDEAO a tapé du poing sur la table à plusieurs reprises, parce que comme le relevait M. Khan, bon, la communauté internationale quand même s'est impliquée, le Nigeria, même le Sénégal, parce que c'est nos voisins immédiats, on sait que donc, nous avons intérêt à ce que tout se passe bien là-bas. Les pays s'impliquent et au plan économique, comme on le relevait, je pense que la Guinée-Bissau avait bien fait de rejoindre la zone UEMOA, parce que imaginez ce pays-là avec son pesos, avec une crise, la crise actuelle que nous vivons, ça allait être que la catastrophe. Parce que bon, au sein de cette zone monétaire, il y a quand même des mécanismes de solidarité qui fonctionnent et qui font en sorte que le pays est sous perfusion. On sait que la Guinée-Bissau, quand même, il y a beaucoup de potentialités, mais quand il n'y a pas d'État, c'est un problème. Et c'est le grand problème dans ce pays-là. Il faut que Vaz et Domingos Simões Pereira se hissent à la hauteur des hommes d'État et mettent un peu en avant l'intérêt supérieur de la nation bissau-guinéenne. Alors, M. Khan, la CEDEAO, excusez-moi, elle a la lourde tâche de chercher des solutions à ce problème qui se pose. Parce qu'en dehors même de ce jeu d'échecs entre les deux protagonistes, il y a les mouvements d'humeur qui s'ajoutent à cela, le mouvement d'humeur des fonctionnaires et des enseignants dans le pays pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire, tout en sachant que le pays est en crise économique. Oui, bon, je dirais que comparé à ce qu'il y avait dans le pays il y a une quinzaine d'années, on a fait un peu de progrès. Avant, tout se réglait par la violence. Il y avait pas mal d'assassinats, de crises, même au sein de l'armée. Il y avait beaucoup de soulèvements au sein de l'armée. Maintenant, cela est derrière nous. Mais les fonctionnaires ont raison de se soulever. Les salaires ne sont pas payés à temps. Et dans un pays déjà très, très, très pauvre, si on ne permet pas aux gens de gérer ce qu'on peut considérer comme essentiel, pour eux, ils seront obligés de sortir. Et tout cela est lié au fait que les politiciens n'arrivent pas à régler le problème. Depuis quand, même si un budget est adopté, comment peut-on l'appliquer dans un contexte pareil? Et dans un contexte où l'essentiel du débat tourne autour de non seulement deux personnes, et puis comment former un groupe, regarde, politique politicienne. J'ai le sentiment que, et c'est ce que disait d'ailleurs le président Fonseca du Cap-Vert, que ces gens-là n'ont même pas pitié de leur peuple. Et dans ce cas de figure-là, que devrait être l'attitude de la CEDEAO? Et même de l'Union africaine. Mais la CEDEAO a beaucoup de moyens à mettre en œuvre. N'oubliez pas que la CEDEAO, par le protocole sur la bonne gouvernance, peut imposer des sanctions à des politiciens, peut même interdire aux dirigeants actuels de participer à une élection. Et donc, la CEDEAO a les clés en main. Mais pour la CEDEAO, je pense qu'il y avait un vide qui était lié, je ne dirais pas une vacance, mais au fait que Buhari, qui est actuellement président en exercice, avait d'autres chats à fouetter. Dans son pays, il y avait une élection présidentielle qui a été contestée devant les juridictions. Sa santé était un peu fragile et tout ça a pesé parce qu'il n'y avait plus de diplomatie nigériane dans la région. Et le Nigeria, c'est le grand frère de la pas de la Guinée-Bissau, de toute la sous-région. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, mais cette fois-ci pour parler du Nigeria. Nous sommes dans la deuxième partie du débrief et comme je vous le disais, nous allons parler des grands défis qui attendent le président Buhari, qui, vous le savez, il a été investi pour un second mandat mercredi et un mandat qui s'annonce difficile pour le dirigeant du premier producteur de pétrole du continent africain. Alors, Monsieur Khan, on peut le dire, le processus électoral fut très compliqué. Que devra faire le président nigérian en premier pour pacifier d'abord l'espace politique?
Bon, pacifier l'espace politique, je pense que c'est presque fait parce que le Nigeria nous a toujours habitués des lendemains d'élections de ce genre où on conteste toujours la victoire de l'autre, mais avec le temps, les choses s'arrangent. Et pour moi, ce que je remarque, c'est que Buhari a commencé ce nouveau mandat dans la sobriété. Hier, il y a eu la prestation de serment, très sobre, pas d'invités, en tout cas de chef d'État. Et cela est peut-être une première indication sur la manière de procéder. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas été très violent à l'égard de ceux qui ont perdu. Il essaye de faire en sorte que, en tout cas, les gouverneurs avec lesquels il doit travailler, que ces gouverneurs, parce que hier aussi, beaucoup de gouverneurs ont été installés, et la plupart ont indiqué qu'ils allaient collaborer avec le président de la République. Maintenant, le travail doit commencer. Par où commencer? Mais je pense qu'il faut d'abord sécuriser le pays. Son dernier mandat avait été lancé sous le sceau d'une reprise en main du territoire. Boko Haram existe toujours. Je ne dis pas qu'il a étendu son territoire, mais continue de perturber aussi bien dans l'État du Borno que dans d'autres États périphériques, comme des États qui ne sont pas proches du Niger et du Tchad, continue de sévir. Et il s'est créé une autre crise, la crise entre en tout cas les pastoralistes et de certaines populations autochtones au niveau sud-centre du pays. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais avant d'en venir, déjà, M. Thior, le scrutin a été marqué par des manquements opérationnels et sérieux, selon les observateurs locaux et internationaux. Il y a l'opposition, en la personne d'Atiku Abubakar, qui ne reconnaît pas et qui conteste toujours les résultats. Oui, mais ça, comme le disait M. Khan, la messe est dite quelque part. Peut-être que là-bas, l'avantage, c'est que le mandat n'est que de 4 ans. Quelque part, Atiku se dit que c'est vite fait, ou les autres hommes politiques, quand ils perdent une élection, ils se disent que 4 ans, ça passe vite. C'est pas le cas de nos septennats et même de nos quinquennats, parce qu'ailleurs en Afrique, même avec un mandat de 5 ans, ils disent que c'est assez court, alors que dans les vraies démocraties aujourd'hui, le mandat doit être de 4 ans pour quelqu'un qui sait travailler. Mais je pense que Buhari, s'il veut réussir un peu son second mandat, il faut qu'il un peu s'écarte de cette étiquette qu'on lui a collée pour le premier mandat. Les Nigérians l'appellent Baba Go Slow. Il est trop lent dans ce qu'il fait. Donc il faudra que pour ce second mandat, qu'il puisse changer en Baba Must Go Fast. Le fast track comme nous disons au Sénégal. C'est un peu à la mode, mais là-bas aussi. Parce que 4 ans, ça passe vite et que les défis sont énormes. C'est quand le disait, la sécurité au nord, Boko Haram, oui, ils ont fait beaucoup d'efforts, mais Boko Haram est toujours présent et en train de perturber un peu tous les schémas. Aujourd'hui, le pays est un géant au plan économique. Je pense que c'est entre Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais quand on voit comparaison pour comparaison en termes de gouvernance, l'Afrique du Sud fait mieux. Et ça, c'est un problème. La corruption est endémique au Nigeria. Et puisque même vous parlez de la corruption, je ne vous coupe pas, nous allons aborder déjà les défis qui attendent le président qui a été réélu. On le rappelle, avec 56% des voix. Le président a promis de s'attaquer à l'insécurité rampante et à la corruption endémique des 2 fléaux de ce pays de 190 millions d'habitants. Oui, c'est un sport national là-bas, la corruption. Parce que y a cette manne pétrolière qui génère beaucoup de ressources et que souvent beaucoup de personnalités à quelque niveau qu'elles se situent pensent qu'ils doivent se mettre plein les poches. Pendant ce temps-là, ce pays-là, avec près de 200 millions d'habitants, la pauvreté est endémique. Donc, il faudra faire beaucoup d'efforts de ce côté-là, parce que quand on voit les sommes détournées, quand on voit que tel ancien ministre, tel gouverneur a détourné, c'est un gros problème dans ce pays-là qui aurait pu servir à construire des écoles par-ci, des centres de santé par-là, et qui finissent un peu là dans la poche de
de certaines personnalités. Ce qui est très malheureux. D'abord, sur le plan sécuritaire, M. Kane, le pays a beaucoup à faire avec le groupe terroriste Boko Haram, vous l'avez même dit tout à l'heure, qui menace la stabilité du pays et surtout des populations. Déjà, nous l'avons vu, l'armée a été un peu déstabilisée, le conflit entre les agriculteurs et les éleveurs, le banditisme, entre autres, au nord et au centre du pays. Comment voyez-vous tout ça? Mais vous savez que le Nigeria, depuis les années 60, il y a eu une guerre civile en 1966, 68, le Nigeria a toujours été un pays instable de ce point de vue. Vous avez parlé du nord et du centre, mais n'oubliez pas que le sud-est est toujours une zone incontrôlée par l'État. Il sévissent beaucoup de groupes armés qui pratiquement gèrent cette partie du pays. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose. Mais ce qui est dangereux pour le Nigeria, c'est que Boko Haram, aujourd'hui, n'est pas seul dans la zone du Sahel. Il y a des ramifications entre Boko Haram et ce qui se passe au nord au Niger et au nord du Mali. Et ça risque, si ces groupes-là arrivent à fusionner, ces groupes-là arrivent à mutualiser leurs efforts, c'est un danger pour toute la région. Et disons qu'ils ont beaucoup de force dans la zone du lac Tchad. Voilà, c'est un danger pour toute la sous-région. S'y ajoute que le conflit entre éleveurs et agriculteurs, c'est aussi un conflit entre les Peuls et les autres populations. Et vous savez que dans cette région maintenant, au Burkina Faso et au Mali, il y a un conflit Peul, en tout cas un problème Peul, voilà, qui est en train de prendre forme. Donc, si on ne règle pas le problème au Nigeria, ça risque on risque d'étendre voilà, la situation qui est déjà dangereuse au Mali et au Burkina Faso vers le Niger. Et si le verrou du Nigeria saute, c'est tout le sud de l'Afrique de l'Ouest qui sera concerné. Déjà, au nord du Bénin, on en voit déjà certaines prémices. Au Togo, c'est la même chose. Au Ghana. Et donc, le Nigeria doit au moins stabiliser la situation sur son territoire pour permettre aux autres pays maintenant de voir comment ensemble ils peuvent régler ce problème. Mais cela ne peut se faire que si l'armée est réorganisée, que si Buhari lui-même règle les problèmes internes à son parti, parce qu'à l'intérieur de son parti aussi, il était confronté à plusieurs problèmes, et que si aussi les services de renseignement sont réorganisés, parce qu'un des problèmes qu'il y avait au Nigeria, c'est que les services de renseignement avaient commencé à prendre une certaine liberté du fait de la désorganisation totale du pays. Et donc, vous voyez que, ne serait-ce que cela, le président a beaucoup à faire au niveau national. Il y a beaucoup à faire. Monsieur Thior, n'est-ce pas? Vu que le président s'était déjà félicité d'avoir maîtrisé un peu Boko Haram par rapport à sa progression dans le pays, mais il faudrait tout réorganiser. Oui, c'est ça. Hein. Je pense que la question, le défi le plus prégnant qui l'attend, c'est surtout la sécurité d'abord. Parce que quand on a vu ce qui s'est passé du temps de son prédécesseur, Goodluck Jonathan, où presque Boko Haram avait fini de prendre quartier dans le nord du pays. Aujourd'hui, l'armée a réussi quand même à repousser Boko Haram, mais Boko Haram s'est réadapté au contexte. Et comme le relevait M. Kane, on voit les ramifications et gare à la jonction entre ces différents groupes. Et là, ce qui est grave, c'est que s'ils arrivent à déstabiliser au plan interne cette paix qui régnait entre les communautés, parce que là, le problème qu'on voit entre les Peuls au Mali, ça se déteint au Nigeria et un peu dans les autres pays. Et je pense que c'est un danger si, par exemple, les communautés ethniques qui vivaient jusque-là en harmonie commencent à se regarder en chien de faïence. Je pense que c'est le plus grand danger qui va guetter ces pays-là. Et c'est là où lui, le militaire, l'ancien général, est attendu parce que quand même, il ne doit pas... C'est pas à lui qu'on doit apprendre les stratégies pour un peu sortir le pays de l'ornière au plan sécuritaire. Je pense que pour son premier mandat, avec sa santé qui était chancelante, ça a beaucoup un peu déteint sur sa capacité à diriger le pays comme il se doit. Peut-être croisons les doigts pour son second mandat et qu'il puisse quand même
s'adapter, parce qu'il dirige un pays aujourd'hui, à son âge, il est dans un âge avancé, certes, il doit s'adapter au contexte du pays parce que ça demande un peu une certaine vigueur, une certaine jeunesse, mais bon, c'est dans la tête tout ça. Mais les décisions doivent aller très vite parce que, comme je le disais, 4 ans, ça passe très vite. Ça passe très vite et il y a beaucoup à faire. Absolument. Et déjà sur le plan économique, M. Kane, les défis sont également très nombreux. Vous avez un peu brossé là-dessus. Le géant de l'Afrique peine à se relever de la terrible récession de 2016-2017 avec un taux de croissance d'à peine 2% en 2018. Oui, et ça c'était lié quand même à beaucoup de choses. Vous savez que la principale source de revenus du Nigeria, c'est le pétrole. Et donc, s'il n'y a pas d'argent de pétrole, ça déteint sur tout le reste. Actuellement, les prix sont en train de remonter. Ça, de ce côté, on peut dire qu'il y aura un léger mieux. Mais ce qui risque de se poser au Nigeria, c'est l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange. Le pays est pratiquement obligé d'adhérer à ce texte-là. Et si ce texte est appliqué immédiatement, ça risque de créer beaucoup de problèmes au Nigeria parce que toute l'industrie, surtout la petite et moyenne entreprise en Afrique, risque de couler. Mais beaucoup de facteurs bloquent cette entrée en vigueur. Non, c'est déjà entré en vigueur hier. Mais le problème, c'est que le Nigeria n'avait pas ratifié. Mais le Nigeria est entouré de pays qui ont ratifié. Et donc, à la longue, ce n'est pas tenable. Et qu'est-ce qui explique cette non-ratification? Mais cette non-ratification s'explique par le fait que le texte en question, si on l'applique immédiatement, ça risque de créer beaucoup de problèmes aux économies de beaucoup de pays africains. Les économies de ces pays ne sont pas assez solides. Pour vous donner un exemple, le Sénégal a décidé de l'appliquer. Si on l'applique, la compagnie sucrière sénégalaise, qui est le premier employeur ici au Sénégal, risque de disparaître. Parce que tout le monde, il est permis d'importer le sucre de partout et le prix de la CSS ne pourra pas compétir avec les autres prix. Et ça, c'est juste un pays comme le Sénégal. Mais prenez un pays de plus de 250 millions comme le Nigeria, où il y a beaucoup d'entreprises qui n'existent que parce que l'État contribuent à leur maintien financièrement. Surtout, le pays a besoin d'une meilleure stabilité macroéconomique, de politique économique qui rassure les investisseurs surtout et qui encourage la croissance face à la menace terroriste. Oui, et si l'économie n'est pas stabilisée, la lutte contre le terrorisme n'aura pas de sens. Parce que c'est avec une économie forte qu'on pourra peut-être faire en sorte que ceux qui sont tentés de joindre les mouvements tels que Boko Haram, vont trouver du boulot et rester dans leur... Donc vous voyez que dans la sous-région, tant que les questions économiques ne seront pas abordées de façon régionale, on risque de se retrouver toujours dans la même situation. Et donc l'économie du reste de l'Afrique de l'Ouest est liée à la bonne santé de l'économie nigériane. Et comme maintenant il y a un léger mieux, il faut tout faire pour que cela continue. Parce que si cela ne continue pas, on risque de se retrouver dans une situation économique instable. Et cette instabilité-là n'est pas pour arranger la zone. Alors, oui, pour ajouter au plan économique, je pense que là, je pense les autorités ont pris conscience qu'il ne faut pas tout miser sur le pétrole. Et je vois qu'il y a une certaine diversification. Juste l'exemple de Nollywood. Aujourd'hui, le cinéma au Nigeria, quand même, se fait respecter en Afrique. Vous prenez des capitaines d'industrie comme Aliko Dangote, et ce que disait M. Kane par rapport à la ZLECA, c'est là où peut-être le Nigeria a raison quelque part d'avoir peur. Parce que bon, là, les frontières, les barrières tarifaires sont ouvertes. Et que bon, on a vu que comment, jusque chez nous, ici, comment quelqu'un comme Dangote, le milliardaire, a investi. Et que bon, quand on laisse la concurrence se faire, c'est à l'avantage de nous, les consommateurs. Mais bon, pour ce qui est un peu de l'économie du pays, et par rapport aux efforts qui sont faits, c'est là où les Nigériens ont peur.
Parce que, vous savez, on ne sait pas, ils ne savent pas un peu ils ont beau être les géants de l'Afrique, de quoi demain sera fait, parce que quand on laisse la concurrence se faire, c'est le consommateur qui fait son choix. Et des millions d'emplois qui sont en danger. Et ça, si les gens perdent les emplois, ils vont aller vers ceux qui leur promettent autre chose. Ça, c'est clair. Alors, tout à l'heure, M. Thior, vous avez parlé de la lutte contre la corruption. D'ailleurs, le président Buhari s'est dit très frustré de ne pas pouvoir aller plus vite. Vous le dites tout à l'heure en mode fast-track par rapport aux poursuites judiciaires qui ont été entamées dans le pays contre certaines personnalités désignées. Le dernier en date, c'est le président de la Cour suprême, d'ailleurs, qui a été relevé juste avant l'élection présidentielle du 23 février. Je pense que si jusqu'à ce niveau, il est présumé innocent, jusqu'à ce qu'on puisse peut-être établir sa culpabilité, si à ce niveau il y a des soupçons de corruption, c'est quand même grave dans un pays. Mais bon, le Nigeria, c'est près de 200 millions d'habitants. Bon, souvent la classe politique n'est pas exempte de tout reproche. Parce que quand ça va, comme on le relevait, quand les cours du pétrole sont assez élevés, c'est beaucoup d'argent qui rentre. Et il y a eu beaucoup de détournements supposés des caisses de l'État. Absolument, il y a beaucoup de tentations. Donc il y a beaucoup de personnalités qui sont véreuses parce que bon, ils se disent que je peux peut-être prendre dans la caisse en oubliant que, in fine, cet argent-là doit aller vers les populations et que c'est pas pour eux. Alors, M. Kal, cette poursuite judiciaire lancée pour renflouer les caisses de l'État. Vous savez, nous autres Sénégalais, on a beaucoup de leçons à donner aux autres quand il s'agit de lutte contre la corruption. Ça a été le slogan au début du mandat de Macky Sall et on a vu comment ça s'est terminé. Parce que on peut réduire l'importance de la corruption dans un pays, mais penser qu'on peut éradiquer la corruption dans un système de forme capitaliste, je pense que c'est impossible. C'est pratiquement impossible parce que le système se nourrit lui-même de la corruption. Et donc ça, c'est... Maintenant, s'agissant du Nigeria, comme M. Thior l'a relevé tout à l'heure, mais c'est l'ensemble de la société qui est concernée par la corruption. Mais du temps de l'ancien président du Goodluck Jonathan, mais c'est l'armée qui était au cœur du système de corruption. Toutes les ressources qu'on mettait à la disposition de l'armée pour s'équiper et lutter contre Boko Haram se retrouvaient dans les poches des généraux. Et donc, dans un contexte pareil, le président doit faire des choix. Pour moi, le choix le plus important, c'est comment faire pour que l'économie du pays se remette sur les rails. Parce que si l'économie va, ça risque de générer, en tout cas de créer les conditions d'une meilleure lutte contre Boko Haram. Mais pour cela, il faudrait couper la mauvaise herbe, n'est-ce pas? Oui, bon, atténuer les effets, de mon point de vue, parce que je ne pense pas que Buhari lui-même ait l'ambition d'éradiquer la corruption au Nigeria, parce qu'il ne peut pas le faire. Alors, M. Thior, vous partagez cet avis? Absolument. Bon, la corruption est vieille comme le Nigeria, hein, parce que bon, ils ont eu la chance quand même d'avoir eu le pétrole assez tôt, et quand on voit un peu la trajectoire au fil des différents régimes qui se sont succédés, surtout des régimes militaires, et comment la corruption a gangréné ce pays-là, je pense que ça va être difficile de l'éradiquer. On ne doit même pas y penser, mais bon, on peut réduire un peu les effets néfastes, parce qu'il faut que cette manne-là soit bien redistribuée et que ça ne tombe pas dans les poches de quelques-uns. C'est là le grand problème. Quand on a à nourrir 200 millions de personnes, ce n'est pas un pays de 10 millions de personnes. Donc il y a beaucoup de problèmes auxquels les Nigériens sont confrontés. Pour ceux qui sont habitués du pays, vous allez à Lagos, à Abuja. Abuja, c'est un peu moderne parce que c'est un truc qui a été créé mais Lagos, quand vous y allez, vous voyez des bidonvilles, vous vous dites, est-ce que des personnes peuvent vivre dans des conditions pareilles? Parce que le pays est un pays pétrolier. Pétrolier, oui, parce que c'est l'extrême pauvreté. Et je pense que le président Buhari en est conscient. Il va essayer peut-être d'agir, mais ça va être difficile parce que la corruption arrange presque tout le monde.
Alors, et là, il s'est même placé comme un homme du peuple et a récemment approuvé une hausse du salaire minimum de 60%. Qu'en pensez-vous, M. Kane? Oui, ça c'est dans l'optique d'une amélioration de la situation du Nigeria. Vous savez que Buhari a maintenant aussi un défi à relever, c'est laisser son nom, laisser une empreinte, faire griffer son temps, si je puis dire. Il ne peut le faire que si les Nigérians voient que leur quotidien a changé, que leur situation a changé. Mais il ne peut aussi le faire que si le Nigeria reste le leader en Afrique de l'Ouest. Parce que je veux insister sur cet aspect-là. Tous les problèmes qu'on a récemment connus dans la sous-région étaient en partie, surtout les crises politiques, par exemple le Togo, par exemple la crise au Burkina Faso et au Mali. Rappelez-vous du temps où vraiment le Nigeria était le Nigeria. Le Nigeria a réglé la guerre civile au Libéria. Le Nigeria a réglé la guerre civile en Sierra Leone. À l'époque, l'État du Nigeria payait $1 milliard pour maintenir les forces ouest-africaines dans cette région-là. Donc, ça veut dire à quel point le Nigeria est capable de jouer un rôle au niveau de cette sous-région. Et c'est ce rôle que l'on veut revoir. Parce que je suis persuadé que la crise que vit actuellement le G5, qui est incapable d'avoir les ressources, de se refinancer, le Nigeria à lui seul peut contribuer, régler c'est trop dit, mais peut contribuer au règlement de cette situation-là. C'est ce Nigeria-là dont on a besoin. Et le fait que Buhari soit président en exercice de la CEDEAO m'incline à penser que maintenant qu'il a réglé le problème au niveau national, en tout cas sa réélection, qu'il doit prêter une attention, une oreille attentive à ce qui se passe chez ses voisins. Parce que s'il ne le fait pas, ça risque de le retrouver chez lui. Et cette fois-ci, ce sera plus critique. Alors, que faire dans ce cas alors? Oui, c'est ça, parce que là, Boko Haram avait un peu noyauté le nord du Nigeria, on a vu comment ça s'est étendu aux États voisins. Vous prenez le cas du Cameroun, le cas du Niger, le Tchad, n'en parlons pas, Burkina Faso, Mali, donc Niger, tout ça là. Donc c'est dans l'intérêt même du Nigeria qu'on puisse aller vers vraiment une plus grande fragilisation de un peu ce irrédentisme qu'on qualifie de djihadistes, parce que sinon, c'est l'effet inverse qui va se produire. Donc, ces pays-là, le Cameroun, qui ceinturent les voisins, ils vont revenir vers le Nigeria. C'est pourquoi le Nigeria a intérêt à retrouver son rôle de gendarme, comme le disait M. Kane, parce que le Nigeria a les moyens quand même, de par le passé, ils l'ont montré, a les moyens financiers et les moyens humains de jouer ce rôle de gendarme pour faire en sorte que, bon, dans ces pays où il y a ces sortes de crises, qu'on puisse trouver une solution qui est pérenne. Alors, on peut dire que le président Buhari a du pain sur la planche alors, M. Kane? Oui, du pain sur la planche, c'est trop dit. On peut simplement dire que son second mandat ne sera pas un mandat facile, mais que que ce mandat-là peut être un mandat très utile, non seulement pour les Nigérians, mais aussi pour les Ouest-Africains. Et surtout, faudra qu'il griffe son temps, comme vous l'avez dit. Qu'il laisse son nom. Qu'il laisse son nom face aux nombreux défis qui l'attendent. Exactement. Qui ne sont pas des moindres. Et l'exemple que je peux donner de présidence vraiment active au Nigeria, c'est Olusegun Obasanjo. Obasanjo, pas seulement en Afrique de l'Ouest, pas seulement au Nigeria, mais même en Afrique. Je me souviens encore quand le jeune Eyadema avait pris le pouvoir, Obasanjo a dit « Tu ne peux pas garder le pouvoir. Tu dois rendre le pouvoir. On doit organiser des élections. Si vous êtes réélu par les élections, à ce moment-là, on vous acceptera comme président de la République. Autrement, mais qui d'autre peut le faire? » Donc, pour terminer, c'est ça que devrait avoir, c'est ça qui devrait être la posture d'un bon président. Il doit essayer de rentrer dans l'histoire à l'image d'Obasanjo, parce que quand on prend même le cas d'Obasanjo, qui avait remplacé un peu Abdou Salami Aboubacar, mais juste avant Sani Abacha, les dégâts que Sani Abacha avait fait dans ce pays-là, on voit que jusqu'à présent, même les sommes détournées qui doivent toujours rapatrier au Nigeria sont toujours en cours.
Donc aujourd'hui, il a succédé, le militaire qu'il est, à Goodluck Jonathan, qui était presque un roi, entre guillemets, qui était arrivé à ne plus peut-être se considérer comme le président du Nigeria. Donc la tâche est immense. Mais je pense que comme c'est un ancien militaire qui s'y connaît en stratégie, ils doivent vraiment se mettre en tête qu'il n'a pas de temps à perdre et que les défis sont énormes et que 4 ans, c'est demain. Et s'il veut entrer dans l'histoire, il doit faire en sorte que sur les différents plans, surtout sécuritaires et économiques, qu'il laisse un peu son empreinte. Il faudra qu'il fasse vite, surtout. Absolument. Mode fast track. Absolument. Alors, fast track, non, vous savez. Nous sommes au terme de cette émission. Ces slogans sont. Non, pourquoi je dis fast track, ce n'est pas une bonne chose. Le contexte est très compliqué pour qu'on accélère. Parce que je pense que parfois, en accélérant, on risque de causer plus de dégâts. Le contexte actuel, il est difficile, mais il faut savoir avec qui parler, il faut savoir comment faire. Et ça, le fast track n'est pas la panacée. Ce n'est pas l'idéal. Donc c'est en ces termes que nous allons boucler cette émission. Merci de l'avoir suivi. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief, toujours sur Médian TV Afrique.